Bonjour à tous, toutes et tous, bienvenue à ce congrès urgence si ça n'a pas déjà été fait. On va sur cette session traiter des réflexions autour du tri des patients à l'accueil des urgences. Dans le cadre de ce congrès, moi je suis Merlin Descours, je suis infirmier aux urgences à l'hôpital Sainte-Musse à Toulon et je suis membre de la commission des soignants de la SFMU et je serai accompagné. Bonjour à tous, je suis Emmeline Delon, je suis infirmière aux urgences adultes et pédiatriques de Nîmes. Le tri à l'accueil, on le sait, hein, c'est un enjeu majeur de nos services, avec des flux qui ne font qu'augmenter, une complexité des profils de patients aussi différents, l'attention structurelle de nos établissements. L'idée, c'est de questionner, d'affiner et de réinventer nos pratiques. On va aborder plusieurs questions qui touchent à la fois l'humain, l'éthique et l'innovation sur cette session. On va parler d'intelligence artificielle, de l'âge du patient, des tensions hospitalières, tous ces éléments qui peuvent ou pas influer sur notre manière de trier. Et on aura le plaisir, pour répondre à toutes ces questions, d'entendre les interventions de Marc-Antoine Baron, Édouard Lancio, Olivier Picot et Mathias Vargon. Et je laisse la première équipe au grand. Bonjour à tous. Donc, je suis Marc-Antoine, je suis infirmier aux urgences et au SMUR à Avranches, membre de la commission des soignants également. Et aujourd'hui, on va aborder l'intelligence artificielle, a-t-elle sa place à l'IOA? Tout d'abord, les premiers infirmiers d'accueil apparaissent dans les années 80 suite à l'augmentation significative des passages dans les services d'urgence. Et à partir de 90, l'IOA va avoir un cadre législatif et un référentiel métier qui apparaîtra via la SFMU en 2004. L'IOA, c'est devenu avec le temps un poste et une fonction charnière au sein de nos services qui demande une expérience et de connaître les organisations internes mais aussi externes de notre secteur d'appartenance. Pour introduire l'IA, nous nous intéresserons aux fonctions et aux compétences dites non techniques. Tout d'abord, il y a l'état d'esprit, c'est ce qui se rapporte à l'individu. On arrive à l'hôpital avec notre bagage émotionnel, j'ai un enfant qui est malade, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je me suis tapé 1 heure de bouche avant de venir, je suis en colère. Et ça, c'est ce qui s'apparente à la charge mentale. Et puis, il y a l'appétence au poste d'IOA. C'est j'aime ou j'aime pas, hein, clairement, c'est un poste qui me stresse. J'arrive dans le service et il y a beaucoup d'IOA dans la salle. Ouais. Bon, quand on voit ces images-là, ça vous dit quoi? Clairement, je vois 15 ambulances devant le service. On dit la journée va être sympa. Le couloir qui est rempli, pareil. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle la mise en condition. Donc, bon, après, c'est une image, mais des fois, c'est comme ça qu'on arrive dans le poste. Hein. Et donc, du coup, j'enfile ma tenue. Et par magie, tous mes soucis restent au vestiaire. Hein, c'est bien sûr ironique. Je m'insère dans une organisation avec un cadre et des règles qui sont prédéfinies. Je prends mon poste et quelles sont les compétences qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on attend de moi clairement? Et ça, c'est ce qu'on appelle la performance. J'ai donc 5 minutes pour faire tous les mots qui sont affichés sur l'écran. Donc accueillir, évaluer, analyser, prendre des paramètres vitaux, etc., etc. Tout ça, bien sûr, dans la bienveillance, l'empathie et la discrétion. L'objectif étant de ne pas passer à côté de celui qui va se dégrader en salle d'attente. Ça reste l'objectif prioritaire. Et tout cela dans un environnement qui est truffé de contraintes. Des contraintes de bruit, tout d'abord. Il faut savoir que l'OMS a établi un niveau sonore de 35 décibels pour des soins de qualité à l'hôpital. Une étude australienne en 2010 qui a positionné des sondes un peu partout dans les secteurs d'un service d'urgence a retrouvé un niveau moyen de 59 décibels sur 24 heures, avec des pics à 100 en salle d'attente et dans le SAS ambulance. Je vous laisse deviner où se situe l'IOA généralement, c'est entre les deux. Et on va avoir des contraintes aussi de temps, puisqu'on est censé avoir 5 à 6 minutes d'après le référentiel pour trier un patient. On aura aussi des contraintes liées à l'interruption de tâches, le téléphone, les demandes des familles, des patients, des collègues. Une étude américaine recensait 9 à 12 interruptions de tâches par heure dans un service d'urgence chez les médecins. Bon, je ne prends pas trop de risques en disant qu'on est à peu près sur le même niveau d'interruption de tâches chez les IOA, même s'il y a très peu d'études qui montrent ça. Et une multitâche qui forcément augmente significativement le nombre d'erreurs.
Toutes ces contraintes, alors il manque un schéma, bon c'est pas grave. Toutes ces contraintes peuvent nous amener à faire des raccourcis, et ça c'est ce qu'on va appeler les biais cognitifs. Et les biais cognitifs, ça se définit par une distorsion dans le traitement de l'information qui mène à un jugement incorrect. Sans rentrer dans les détails, Daniel Kahneman, qui est psychologue et prix Nobel d'économie, a théorisé le système 1 et le système 2. Système 1 qui est 95% du temps sur lequel on va prendre nos décisions, qui est un système qui est rapide, intuitif, automatique, mais qui est fainéant. Et comme il est fainéant, il nous amène à faire des raccourcis mentaux. Et les 5% qui vont rester, c'est le système 2, qui lui est beaucoup plus logique, beaucoup plus énergivore et beaucoup plus lent. Et donc en fait, l'IOA va passer du système 1 au système 2 pour pouvoir toujours corriger ses erreurs et ses biais cognitifs. J'aimais bien l'image du champ de vision qu'on a tous vu quand on était à l'auto-école. Plus on va vite et plus le champ de vision se rétrécit. Et ben c'est un peu la même chose, c'est que plus la pression augmente, plus le flux augmente, plus le nombre de patients, plus les demandes augmentent, et à un moment on va rétrécir un peu et on va se focaliser uniquement sur le plus important, quitte à oublier des choses. Et donc pour éviter tous ces biais cognitifs, il nous faut donc un outil de tri qui nous impose des critères objectifs. Le premier outil donc, sera la CIMU en 1997, qui s'inspire de la classification clinique de la médecine d'urgence. Et la deuxième version deviendra la French en 2009. Puis suite aux recommandations de 2013 sur le triage, les recommandations recommandent l'utilisation d'une échelle de tri validée, fiable et reproductive. Et la SFMU va construire cette échelle de tri qui deviendra la référence à partir de 2018. Elle reprend les motifs de recours les plus courants en appliquant 6 niveaux de tri, avec une subtilité du 3A, 3B, parce qu'on sait que souvent, ça peut être un peu le fourre-tout quand on a des doutes ou quand on ne sait pas trop quoi faire. L'intégration des modulateurs permet de modifier le tri moyen et de modifier ou de sous-trier, de sur-trier en fonction des signes cliniques ou des paramètres vitaux. Et même si les études ont montré une bonne fiabilité au niveau de cet outil de tri, d'autres nous montrent à l'inverse qu'on peut des fois sous-trier ou sur-trier selon l'âge, l'ethnie ou les conditions sociales. Et donc pour limiter ces dérives, est-ce qu'on peut faire appel à l'intelligence artificielle ? Bon, je me présente, Édouard, je suis interne en Master 2 concernant justement les thématiques d'IA et j'ai un gros focus sur le tri, ce qui tombe bien parce que c'est notre propos. Actuellement, il y a des études de validation qui ont été faites par, à l'époque, la commission d'évaluation et de qualité sur justement les différentes versions de la French, à la fois la première version et la seconde version. Mais on n'a aucune autre étude hormis ces deux papiers. Et donc, on a un gap. Est-ce que ce gold standard qu'on utilise en IOA est un bon gold standard? C'est toute la question. Oui, c'est ce qu'on utilise. Pas de souci. Donc, ce que je vous propose, c'est justement de voir vos connaissances IOA par rapport à l'IA. Les résultats IA qui seront affichés sont des résultats justement issus d'une étude qu'on fait à Lille où pendant ce moment on a comparé 3 IA par rapport à nos IOA. Donc je vais vous demander votre participation via WooClap, bien évidemment. Oui. Non, normalement vous rentrez le petit nom, le petit code qu'il y a là-haut sur WooClap directement sur le site et vous avez accès. Non, je suis parti de... Ouais. En gros, je compare par aux infirmiers, les IA ont été développés à partir de rien, c'est-à-dire que j'ai pas utilisé des modèles déjà existants. Ah non, absolument pas. Absolument. Oui, c'est un...
Pour afficher le QR code plutôt. Hop, si vous, pour ceux qui veulent flasher. Bon. Du coup, la French, si on l'applique stricto sensu, elle aurait trié ceci de, tandis que nos infirmiers de salle en gros, au CHU ont trié ça 5 au vu du tableau. Et il y a une seule IA parmi les 3, à savoir ce qu'on appelle le LMM, c'est grosso modo ce qui ressemble à ChatGPT. Ce n'est pas du ChatGPT parce que c'est des modèles propres qu'on peut alimenter avec des données santé, contrairement à ChatGPT et ses modèles existants, mais c'est l'IA la plus performante. Et si on reprenait votre tri, on était en 3A de manière majoritaire. Ah. ChatGPT était en 3A. Du coup, deuxième vignette clinique. 63 ans, Parkinson, encéphalopathe. Elle s'est fait opérer plusieurs fois du genou. Elle est dressée par son médecin traitant suite à un trauma simple, à une chute. Les constantes à peu près normales. Elle ne se plaint pas particulièrement de douleur. C'est à vous. Parce que itératif, par les IA. Sur le fait que c'est du 3. Là, ce qui nous met dans la panacée, pour le tri French, c'est l'adressage par le médecin traitant. Donc ça nous fait augmenter le score French. Alors que si elle venait de son propre chef ou amenée par pompier, on serait sur un tri beaucoup plus faible. Du coup, nos infirmiers, on va pas se mentir, 3A, 3B, on est vraiment sur... voilà, merci. Et du coup, les IA, par contre, hormis l'équivalent ChatGPT, ont fait de très mauvais pronostics. Et dernière vignette clinique, du coup, femme de 73 ans, œdème de l'épaule gauche, elle a une PTE inversée qui a été posée il y a 1 mois. Elle a juste des antécédents d'insuffisance cardiaque avec un PACE, hypothyroïde avec un EVA6 et des constantes normales. Ils vont penser à la comorbidité directement. Là, ils vont focus et du coup, c'est pour ça que tu vois du 1 et du 2 directement, ils tunnelisent. Elle est censée orienter aussi. T'es pas Iowa, toi? Et du coup, j'avais placé volontairement ceci parce que vous avez tous tunnelisé et parce que j'ai vu du tri 3, du tri 2, du tri 1 par rapport à ce qui s'était passé avant sur les comorbidités, j'imagine. C'est ce qui vous a fait grimper un petit peu, non? Non? Sur la douleur, sur EVA6? Parce que du coup, EVA6, si on applique stricto sensu, nos infirmiers l'ont bien appliqué, la French, ça reste du 4. En dépit de la douleur.
Et du coup, actuellement, en France, sur les différentes études qu'on a, dans ce qui est publié et ce qui ne l'est pas encore, on a l'équipe bordelaise qui a pas mal publié là-dessus, avec, si je ne m'abuse, 7 modèles. Des modèles déjà existants qui ont été détournés et qui ont été mis en local, histoire que les données ne soient pas extériorisées, et des modèles propres que Cédric a bâtis par lui-même. Et donc, on a quand même une précision qui avoisine les 60% sur ces modèles-là, ce qui est certes perfectible, mais pas négligeable, surtout quand on connaît les conditions dans lesquelles le tri peut être effectué, que ce soit en termes de flux, en termes de pénibilité, avec des patients parfois virulents, etc. Justement, le but de ces IA en IOA qu'on développe, c'est de fournir une assistance. Ce n'est aucunement de remplacer. Et ça, il faut bien le garder à l'esprit parce qu'aux prémices de l'étude qu'on a fait à Lille, on a fait des réunions d'information avec nos collègues infirmiers et nos collègues à l'IOA. Et c'était, entre guillemets, leur gros point noir. Est-ce qu'on va être remplacé par l'IA ? Peut-être que c'est un point noir par méconnaissance, ou bien c'était un point noir par crainte par rapport aux conditions et d'avoir quelque chose de plus performant, ce qui a été verbalisé aussi parce que nous, on s'est basé sur les enregistrements audio qu'on a retranscrits après par écrit. C'était aussi, est-ce que ces IA vont nous fliquer? Parce qu'au final, ça va permettre de faire un rétro-contrôle sur notre pratique. Et donc, le cadre, il va se pointer en disant, bah, là, tel patient, t'as vu, l'IA, elle me dit ça, qu'il fallait trier de telle manière. Et au final, tu l'as trié de la mauvaise manière. Et donc, c'était autant de craintes qui étaient verbalisées. Mais il faut vous rappeler que l'IA, comme les résultats des différentes IA publiées le montrent, elle est perfectible et elle a énormément de biais à l'heure actuelle. Elle a des biais qui sont au terme de 3 grosses familles, qui concernent à la fois les données, à la fois les algorithmes et à la fois le contexte. Pourquoi? Parce que je ne vais pas entrer dans des considérations statistiques trop importantes, parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais on a des biais sur la sélection des patients, parce que d'un centre à un autre, on ne sera pas sur la même typologie de patients. Je pense à un centre type CHU, où justement on va avoir des avis d'experts et des transferts justement pour prise en charge au SAU, et après que les experts viennent prendre en charge au SAU. Sur des CH périphériques, on n'aura pas la même typologie de patients, notamment sur des petits MCO. Algorithmique, simplement parce que parfois il y a des hyperparamétrages qui sont réalisés par ces IA, et c'est le risque, c'est que justement on surentraîne le modèle, histoire de coller vraiment aux données réelles qui vont servir à l'entraînement de ces IA, et donc ainsi ces modèles ne sont pas du tout exportables. Et enfin contextuel, parce que comme je vous l'ai dit, il y a une perception de l'IA pour l'instant, que ce soit au point de vue des soignants, des patients et des politiques, qui est vouée à débat. Parce que quelle est la place d'une IA si elle se trompe d'un point de vue légal? Nos législateurs ne se sont pas encore intéressés à la question. Parce que si une décision est prise en se basant sur les résultats de l'IA, parce qu'admettons, il est 4 heures du mat, on est déphasé en pleine garde, on se base uniquement sur l'IA et on ne fait plus appel à notre sens clinique, c'est un biais de surconfiance vis-à-vis de ce produit. Comment peut-on justifier ça auprès du législateur si le dossier sort, que ce soit en RMM ou après en responsabilité pénale ou civile? Je vous laisse sur ces questions et je reste à votre disposition.